Lundi 9 janvier. Je m'apprête à sortir une nouvelle vidéo. Mais dans le chaos se cachent les haters, prêts à bondir tels des serpents. Mais je suis là moi aussi. Et je veille, tout comme les autres d'ailleurs. 5 années noctambules ont fait de moi un oiseau de nuit. Je dois bien choisir mes cibles. Le multivers cinématographique est grand. Je ne peux pas voir tous les films. Je ne peux pas être partout. Mais ils ne savent pas où je suis. Ils ne savent pas où nous sommes. On a mis en place un signal pour s'appeler au besoin. Mais ce tic-tac qui déchire l'air et la terre, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement à leur intention. La peur est un outil. Ils nous croient tapis dans l'ombre. Mais l'ombre, c'est moi. Et il est temps d'en finir avec 2022. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage pour cette fois-ci la vidéo des top films de 2022 et comme les années précédentes, je vais vous développer un peu comment ça va se passer. Je vais vous dévoiler mon classement entier des films de l'année pour que vous évitiez de me demander si j'ai vu tel film et savoir à quelle place il est. Et en sachant que j'ai vu au total 130 films sortis et vus en 2022, nous allons parler aujourd'hui des 65 meilleurs films de l'année qui s'est écoulée et seront classés en 3 catégories. La catégorie OSEF pour les films du top 65 au top 30 inclus, les films qui sont assez bons pour ne pas être dans le flop mais qui présentent beaucoup trop de défauts pour être plus haut, la catégorie mention honorable pour les films du top 29 au top 11 inclus, les films qui sont très bons mais auxquels il manque un petit quelque chose pour qu'ils soient grandioses, et la catégorie top 10 pour les 10 meilleurs films de l'année. Une dernière chose qui semble évidente, ce classement est purement subjectif, donc voilà, ce n'est pas grave si ça ne reflète pas votre avis, c'est subjectif, c'est mon avis, et d'ailleurs vous pouvez partager vos top 10 à vous dans les commentaires respectueusement. Comme ça on pourra comparer et se conseiller des films par la même occasion. Juste petit aparté sur certains films que je n'ai pas vu malheureusement mais que j'aurais bien voulu voir, encore Armageddon Time, RRR, Les Banshees d'Inisherin et bien d'autres films surtout sur plateforme, par exemple La Petite Nemo et le Monde des Rêves, Spirited, Luck ou Il était une fois deux. Voilà, ces films vous ne les trouverez pas dans le classement. Et qu'on soit bien clair, The Fabelmans et Pearl sont déjà sortis aux US mais vu qu'ils sont pas encore sortis en France soit au cinéma, soit sur plateforme, soit en DVD, eh bien je les considère comme des films de 2023. C'est donc parti pour le top film de 2022. Commençons avec le listing des films OSEF, ce qui nous intéresse le moins, c'est pourquoi je ne donnerai aucun avis dessus, mais si vous voulez toujours un avis, vous pouvez toujours retrouver mes notes sur Sens Critique ou Letterboxd, mes critiques écrites en story à la une sur Insta, dans le fil coin critique sur Discord, et dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Allons-y, let's go. Blonde, Coupé, Ambulance, Vortex, Sans filtre, Vesper Chronicles, The Sadness, The Innocence, La revanche des crevettes pailletées, Murder Party, En attendant Bojangles, Freaks, Les Animaux Fantastiques 3, Les secrets de Dumbledore, Les crimes du futur, Jack Mimoun et les secrets de Valverde, Couleur de l'incendie, 3000 ans à t'attendre, Incroyable mais vrai, Decision to Live, Un talent en or massif, Les vedettes, Close, Le monstre des mers, The Green Knight, Nightmare Alley, Les Mignons 2, Il était une fois Gru, Alerte rouge, Black Panther 2, Wakanda Forever, C'est magnifique, Fumée fait tousser, Enquête sur un scandale d'état, Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, Barbare, L'école est à nous, Novembre, et en top 30, Werewolf by Night. Et oui, je sais, vous êtes offusqués, hein, que le Michael Bay ou le Gaspard Noé soit plus nul que les Animaux Fantastiques 3, ou les Mignons 2, et que dire du David Cronenberg en dessous de Doctor Strange
Challenge 2 et du film avec Malik Bentala. Filons maintenant en direction des mentions honorables avec en une ou deux phrases une explication de pourquoi ils sont à telle place, qu'est-ce qui font d'eux de très bons films mais avec des défauts qui leur font frôler le top 10. Top 29, Beast, un puissant survival très réussi tout en étant un film popcorn, plan séquence bien exécuté, effets spéciaux bluffants et messages anti-braconnage bienvenus, mais une histoire qui met un peu de temps à se lancer. Top 28, L'Innocent, une des meilleures comédies dramatiques françaises de l'année, jouant avec les codes du polar et avec un casting bordel de talentueux, mais malgré tout, il y a 2-3 facilités scénaristiques. Top 27, After Yang, un bijou de SF aux scènes touchantes et aux questionnements sur l'humanité intrigante, mais amoindri par un rythme laborieux et sa trop grande subtilité. Top 26, Le Chapeauté 2, la dernière quête, un putain de bonheur visuel qui transcende avec l'aspect 3D réaliste qu'on nous avait déjà balancé dans toute la saga Shrek. Le loup est encore un nouveau méchant badass à rajouter à la longue liste des méchants de DreamWorks. Top 25, Goliath, très bon lanceur d'alerte sur le problème des lobbyistes, avec un bon casting autour d'une ambiance pesante, mais dans une forme assez classique. Top 24, Men, après Annihilation, nouvelle réussite de Alex Garland, photographie et musique parfaite, un dernier acte gore qui prend aux tripes, mais ça demande un second visionnage pour le cerner. Top 23, Le Menu, Anya Taylor-Joy, c'est déjà le meilleur des points positifs du film, c'est un très bon argument, mais sinon j'ai grandement apprécié la photo, le suspense autour des plats à thème, même si c'est un peu prévisible et que certains personnages sont un peu trop sous-exploités. Top 22, À l'Ouest rien de nouveau, un film de guerre poignant, superbement bien maîtrisé, petit plus pour la musique que je trouve surprenante, mais je pense pas non plus que ça dépasse 1917 de Sam Mendes. Voilà. Top 21, Prey, un film Predator au décor réel, très esthétisé et à la mise en scène inventive tout en respectant la mythologie et en apportant un point de vue féminin, ce qui manquait cruellement à la saga. Top 20, Belfast, l'Oscar du meilleur film de 2021 le mérite, un film modeste et intimiste, très peu original et nostalgique, mais qui m'a quand même séduit. Top 19, Chronique d'une liaison passagère. Si j'avais su qu'une romance entre bourgeois me plairait autant, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant c'est le cas parce que ça déborde de passion, de bienveillance, de personnages solaires et ultra attachants. C'est franchement beau à voir comme relation. Top 18, Elvis, le film de Baz Luhrmann. Esthétiquement et musicalement parfait, Austin Butler en meilleur acteur de l'année aux Oscars, on y croit. Mais qu'est-ce que c'est long! C'est très long, c'est très long. Top 17, Le Visiteur du Futur. Bah voilà, un film faisant suite à une série adorée par beaucoup de fans. Oui, ça c'est bien mieux que Kaamelott premier volet. Je l'ai vu 3 fois au cinéma et je n'en démords pas, c'est toujours aussi réussi. Top 16, Bones and All, un road trip peut-être un peu trop classique, mais auquel on ajoute du gore, des acteurs flamboyants et une histoire d'amour prenante. Un régal par le réalisateur de Call Me By Your Name. Top 15, Don't Worry Darling, tout le monde a craché dessus alors que c'est un des meilleurs films de l'année, voilà. Florence Pugh est divinement folle et Harry Styles, il joue bien. Top 14, Spencer, le meilleur biopic de cette année. Parfaitement maîtrisé de bout en bout, jouant avec plusieurs genres mais malgré quelques lenteurs dans le récit. Top 13, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, un bijou d'animation et d'émotion où les histoires du Petit Nicolas prennent forme en reflétant la vie des auteurs. J'ai pleuré de ouf à la fin. Top 12, Un Monde, une pépite française. J'avais la gorge nouée tout du long tellement c'était horriblement réaliste et sa durée de 1h10 fait qu'il est très abordable, sans aucune longueur. Et enfin, le top 11, aux portes du top 10 malheureusement, X, qu'est-ce que c'était foutrement bien, voilà. Mia Goth et Jenna Ortega au sommet, j'attends avec impatience Pearl et Maxine, mais oh là là, je suis tellement déçu de ne pas avoir mis X dans le top 10 parce qu'il le mérite vraiment. J'ai tellement aimé. Donc voilà, si vous pensiez que voir Le Visiteur du Futur être un meilleur film que le Baz Luhrmann, vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour le top 10 qui arrive tout de suite et maintenant. Allons-y, commençons avec le 10e meilleur film de l'année. En 10e position, Avatar 2, La Voix de l'eau. Sera notre forteresse. Bien sûr, Avatar incroyable, Avatar intemporel, mais Avatar 2, c'est moins bien. J'ai sorti la critique le 29 décembre, vous savez à peu près ce que j'en pense. C'est techniquement bluffant niveau 3D, niveau effets spéciaux, performance capture et décors réalistes. La musique est folle, tout comme la réal de James Cameron, qui nous filme de fantastiques scènes aquatiques et des scènes d'action prenantes. Et bien que les personnages ne soient pas attachants, sauf Kiri, on prend plaisir à les voir se construire auprès des Medcaïna. Bon, je dis ça, il y a presque aucune évolution de personnages, et le statu quo est préservé du début jusqu'à la fin du film, ce qui diminue donc les enjeux. Le HFR variable est très problématique, mais ça n'enlève en rien la prouesse technique et la puissance de certaines scènes comme la pêche au Tulkun, faisant des parallèles évidents avec notre monde en proie aux crises énergétiques, climatiques et écologiques. Bref, on est dans la merde et James Cameron nous le fait comprendre en faisant tirer la sonnette d'alarme. Le film est un succès malade dans le monde, voilà, et donc on va croiser les doigts pour que Avatar 3 soit aussi bon que les 2 premiers films, voire même meilleur. Et du coup, vous vous demandez vraiment si Avatar 2 est seulement en top 10, qu'est-ce que j'ai pu mettre au-dessus? Eh bien, voyons ça. En 9e position, La Nuit du 12. Arrête-toi! Ça vous dévore.
entre les hommes et les femmes. C'est une putain de belle réussite française, profondément entraînante et moderne par les thèmes qu'il aborde, par sa très belle mise en scène, par ses dialogues réfléchis et ses acteurs tous impliqués à fond. Il maintient toujours une tension palpable, c'est un récit brillant dont l'approche est très intéressante, malgré que ce type de thriller soit assez balisé d'habitude. Ici, on le dit au début du film, on ne saura pas qui est le tueur, mais on est pris dans l'enquête de la scène d'introduction glaçante jusqu'au générique de fin, malgré une petite baisse de rythme aux 2/3. Les personnages sont très attachants, voire même drôles par moments, et d'ailleurs certaines scènes sont vraiment dures à regarder et à écouter. Faut rester accroché pour éviter de verser une larme. Et la BO est très belle aussi, voilà, donc franchement, avec tout ça, je le vois bien remporter un prix au César cette année. Les Césars qui vont être diffusés fin février, voilà, et c'est Tahar Rahim le président de la cérémonie cette année. Mais au-dessus de lui, il y a un film d'animation qui va nous prouver que cette année, tous les films d'animation DreamWorks ont été meilleurs que les films d'animation Disney. En 8ème position, les Bad Guys. Peut-être que j'ai plus envie d'être un quoi? Un bad guy? Non! 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 Nous serons toujours des bad guys! Cocorico, ce sont des Frenchies qui ont réalisé ce film. Et bordel, qu'est-ce que c'est cool, je l'ai déjà revu 2 fois. Le film est bourré de références culturelles et cinématographiques. En passant de Tarantino à Ocean Eleven, l'animation est ultra fluide et elle est superbement inspirée, voilà, tout découle de Spider-Verse, comme le chapeauté 2. Ça permet de créer une identité visuelle profitant aux personnages cartoon très attachants. Et même si les retournements de situation qui concernent certains personnages sont assez prévisibles, l'histoire est tout de même finement écrite, adaptée pour les plus jeunes et les adultes, et en proposant un beau spectacle. Petit bonus aussi, le doublage VF fonctionne du tonnerre, et le film est très drôle tout du long. Ça déborde d'énergie et d'inventivité, et c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs films de l'année. Mais on en vient à un film qui, objectivement, est certainement le film le plus original de cette année. Subjectivement, il est 7ème du top, et le voici. En 7ème position, Everything Everywhere All at Once. Ne laisse rien te distraire, s'il te plaît. Je ne comprends pas les Oscars. Leur décision de l'exclure de la liste des films pour les meilleurs effets visuels, c'est incompréhensible. Surtout que à côté, t'as les Animaux Fantastiques 3 et 13 vies qui arrivent à passer dans cette catégorie. C'est n'importe quoi. Quand j'ai vu la news, tout le monde était offensé, et c'est normal. C'est pas possible, le jury a été aveugle. Oui, il est beaucoup trop fan des prods de Marvel, c'est pas possible. C'est désespérant en fait. C'est comme RRR qui n'a pas été sélectionné dans les meilleurs effets visuels, et Nobody Like You, la chanson d'Alerte Rouge, qui n'a pas été mis dans les meilleures chansons originales. What the fuck? Non, à la place on va mettre du White Noise ou du Pire voisin du monde. Quoi? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, là où Marvel utilise le multivers dans des films formatés comme Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cette œuvre entre film d'auteur et blockbuster de divertissement est très efficace. Elle ose la différence. C'est une excellente surprise, une putain de bonne claque qui réunit à la fois un univers visuel audacieux et créatif et un scénario totalement déjanté qui part dans tous les sens, ce qui est peut-être un petit point à reprocher au film. Rien à redire sur la mise en scène, le montage dynamique, les décors, les chorégraphies des scènes d'action et les VFX. Il y a des passages comiques, d'autres passages que tout le monde reprend parce que bon c'est des émotions, voilà, c'est putain de bien écrit. C'est autant réussi dans le fond que dans la forme, parce que tout en délivrant une multitude d'univers et d'idées loufoques, le film parle d'une relation mère-fille brisée, de l'absurdité de la réalité, et des actes manqués de la vie et de ses conséquences. J'ai failli lâcher une larme du fait que j'étais rapidement entré en empathie pour le personnage d'Evelyn, joué par une Michelle Yeoh brillantissime. C'est une pépite de cinéma, aux plusieurs lectures, et bourré de qualités indéniables et originales. Ce qui fait que pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est que j'ai ressenti quelques longueurs en 2h20 de film. Ce qui n'est pas arrivé avec le prochain film qui est, en 6ème position, Athéna. Tu comprends pas qu'elle a commencé déjà la guerre? Le meilleur film français de 2022 est sur Netflix. C'est une maestria, la mise en scène est ambitieuse, les plans séquences parfaitement chorégraphiés. Si vous avez pas vu le making of, je vous encourage vivement à le regarder après visionnage du film, il est disponible sur Netflix et sur YouTube. La photographie et la bande son sont sublimes, les acteurs sont tous à fond dans leur rôle, et c'est un film qui n'est pas manichéen, ce qui, dans le contexte du film, est un point positif. Seul petit bémol, la déception de ne pas l'avoir vu sur grand écran, le basculement d'un personnage dans le dernier tiers qui m'a enlevé toute empathie que j'avais pour lui, et il y a aussi des persos secondaires
j'espère qu'il manque de développement. Genre pour ceux qui l'ont vu, le personnage de Sébastien dans le final. Voilà, pour ça j'ai pas compris. Mais sinon, c'est une claque de cinéma totalement immersive et parfaite techniquement. Voilà, une pure tragédie grecque avec des scènes fortes de bataille. Je me suis toujours pas remis du plan séquence de début et de la scène des feux d'artifice tirés sur les CRS en formation tortue. Allez, on va partir un peu sur le terrain du film d'épouvante horreur. J'en ai très peu vu cette année, mais celui-là est dans le top. En 5e position, Nope. Regarde pas! Bouge-toi! Dégage! J'essaie de te sauver la vie! Mon frère est là, dehors! Non. Jordan Peele est un génie. J'ai adoré Get Out, j'ai bien aimé Us, et donc voilà Nope que j'ai énormément adoré et qui est dans le top. En vrai, je pense que ça fait Get Out premier, Nope deuxième et Us troisième. C'est un pur banger, voilà, c'est un spectacle efficace et sublime esthétiquement. Certains passages sont carrément flippants ou émouvants, tout cela au cœur d'une mise en scène regorgeant d'inventivité qui saisit le spectateur du début à la fin, en prenant les codes de plusieurs genres, dont les films d'extraterrestres, pour pouvoir parler du pouvoir des images et de leur appropriation par les spectateurs. Parfois, Jordan Peele va laisser libre cours à l'interprétation, au risque de frustrer par les questions qu'il pose, mais il arrive à utiliser peu d'artifice dans un récit fantastique et adulte où on prend plaisir à suivre les personnages, même si je trouve que l'humour du personnage de Keke Palmer ne fonctionne pas du tout. Plan séquence, belle photographie, effets spéciaux de qualité et bande originale accrocheuse, c'est dingue à quel point tout est maîtrisé dans le film. Ça aussi entre divertissement et réflexion captivante, à la fois dans le spectaculaire et l'intime, à la fois stressant et ambitieux. C'est une belle œuvre de cinéma, mais j'ai trouvé 4 films au-dessus de lui, qui sera donc au pied du podium et qui repartira avec la médaille du déshonneur du 4e. C'est la suite d'un film culte avec un des meilleurs acteurs de films d'action. En 4e position, Top Gun 2 Maverick. C'est rien! C'est que l'échauffement! J'ai rattrapé le premier film pour son visionnage en salle de cinéma et ma séance était dingue, voilà. Et on était plein dans la salle UGC et lors de certaines scènes très tendues, je regardais à côté de moi et je voyais les gens complètement tendus sur leur siège. Je les voyais s'avancer sur leur siège et on était vraiment plongé dans l'action. On était accrochés à nos sièges. On craignait l'excès de nostalgie, mais Joseph Kosinski a fait l'exploit de respecter l'héritage de Tony Scott en conservant l'essence du premier film et en reprenant quelques scènes du premier par la même occasion, tout en apportant une modernité bienvenue. Et même s'il fait 2h10, on ne perd pas une seule seconde d'attention. Bien entendu, le film est presque un sans faute et n'est absolument pas décevant dans sa mise en scène, voilà, les séquences de vol sont d'ailleurs vraiment spectaculaires, et bien que le scénario ressemble un peu à celui de 1986, la touche dramatique apportée par Maverick et le fils Bradshaw sont quand même un énorme plus au film, ce qui permet de renforcer leurs personnages et de s'attacher un peu plus à eux. Et oui, les larmes ont coulé, voilà, Top Gun 2 est un superbe spectacle aux scènes aériennes renversantes et aux instants d'émotion qui frappent fort, une claque surprenante mais qui frôle malheureusement le podium. Et donc, quels sont les 3 meilleurs films de cette année? Voici la médaille de bronze. En 3e position, The Batman. Un pur banger de haut niveau, c'est ça que représente cette nouvelle relecture de Chevalier Noir par Matt Reeves. Bien sûr, vous n'êtes pas surpris, presque tout le monde l'a mis dans son top de l'année. Et c'est justifié, ça oscille entre le polar à la Seven et l'esthétique gothique, avec une réalisation offrant une ambiance très sombre à Gotham. On a aussi droit à une parfaite orchestration des décors, des costumes, de la photo et de la musique. N'en déplaise aux Oscars, qui l'ont exclu de la liste pour la meilleure musique. C'est quoi ce bordel? Putain! Michael Giacchino est au sommet comme à son habitude, il propose des thèmes forts et qui restent en tête. Tout le monde adore la musique du film et la reprend de partout sur les réseaux. Et vous voulez me faire croire qu'il n'a pas sa place aux Oscars dans cette catégorie? Mais allez vous faire foutre, putain de jury de merde. Qu'est-ce que vous avez dans les oreilles pour qu'il soit autant bouché? Bref, Robert Pattinson assure grave dans son costume de Batman, mais les autres acteurs sont tout aussi géniaux. Mention spéciale à Paul Dano qui est terrifiant en Riddler. Dans la scène de la prison d'Arkham, il m'a vraiment fait flipper. Ce film, c'est une claque à la hauteur de nos attentes, totalement inattendue et exceptionnelle. La seule chose qui fait défaut au film, et qu'il n'est pas le meilleur film de l'année selon moi, c'est la durée de 3 heures. Le segment qui concerne Carmine Falcon, ça sert à développer Catwoman et l'importance du réseau de la pègre dans Gotham, mais je pense que c'est un peu dispensable. Voilà, ça plombe trop le récit, et ça met en pause l'enquête sur Riddler. J'avoue que les 3 films du podium, c'est les plus difficiles à placer parce que je les aime presque tous autant. Et ils sont tellement incroyables, donc nous allons voir un peu quel est le film qui a obtenu la médaille d'argent du meilleur film de l'année 2022. En 2e position, Pinocchio par Guillermo del Toro.
Ceci est un cadeau tout à fait merveilleux. Quelle beauté ce film. Guillermo, je t'aime. Même si j'ai moyennement bien aimé ta série Netflix Le Cabinet des Curiosités et que Nightmare Alley est 41ème du top. Je n'aime pas le classique d'animation Disney. Le film de Matteo Garrone sorti en 2020 sur Prime Video, c'était l'un des meilleurs films de l'année. Et pour le remake live action sorti sur Disney+, vous aurez mon avis dans la vidéo flop de l'année. Dans ce film, le travail de stop motion est tout simplement bluffant et contrairement à Zemeckis, Del Toro arrive à placer son personnage dans un univers peuplé à la fois de créatures fantastiques comme les esprits, remplaçant la fée bleue, mais il n'y a pas que du fantastique, et c'est ça le plus fort dans cette adaptation, c'est qu'elle est très sombre et mature, bon vous allez me dire exactement comme dans le roman et dans le film de Matteo Garrone, mais au lieu d'avoir l'île enchantée, Del Toro nous situe l'histoire au cœur d'une Italie fasciste menée par Mussolini, permettant alors une critique de la politique de cette époque, surtout au travers des camps d'entraînement pour les gosses. Le directeur du cirque est beaucoup plus malin et ainsi plus dangereux que dans d'autres adaptations et ça fait plaisir, et puis Del Toro développe le personnage de Geppetto avec l'origine story du pantin, en le montrant perdre un enfant à cause de la guerre, sombrer dans l'alcoolisme et la dépression, mais va pouvoir faire le deuil de son fils en adoptant Pinocchio, si on peut dire comme ça. Il y a beaucoup de moments d'émotion, voilà, et j'ai pas mal pleuré. Et dernière chose, il y a quelques chansons qui sont sympas, et les dernières minutes du film avec Jiminy Cricket qui parle en voix off, et Ewan McGregor, pour ceux qui l'ont vu en VO, c'est pour nous détruire en fait, hein, voilà, c'est vraiment magique comme film. Si The Batman est 3ème, le premier film doit être une masterclass. Oui, c'est effectivement une masterclass, malgré que beaucoup ne l'ont pas apprécié comme moi je l'ai apprécié. Voilà, je trouve que tout est parfait dans ce film, qui obtient la médaille d'or. Et mon film préféré de 2022, c'est... en première position, The Northman. Fjolnir, je te tuerai. Visionnages, des frissons avec les poils qui se hérissent à tous les visionnages, c'est ça que cette relecture de Hamlet de 2 heures m'a fait vivre. Je remercie le talent de Robert Eggers, voilà, qui ne cesse de grandir dans ma cinéphilie comme l'un de mes réalisateurs préférés dans le genre de l'horreur, après The Witch et The Lighthouse. Le film m'a séduit par son imagerie léchée, ses plans symétriques, ses plans séquences maîtrisés, le film est ultra violent et très sombre, voilà, avec des costumes et des corps qui en jettent, et où le son participe grandement à l'ambiance bestiale des Vikings, avec cette BO qui sonne tribal avec des chants et des tambours. Ici, la quête de vengeance terriblement sérieuse du protagoniste côtoie cette culture où la mythologie s'incarne en étant représentée par des transes magnifiquement filmées et des scènes de rêverie assez folles. Pour moi, c'est une immense claque sonore et visuelle et je m'en remets toujours pas. Et puis les acteurs sont fous. Anya Taylor-Joy, encore une fois, voilà, sublime, et je suis tellement peu objectif quand elle est présente à l'image. Là où la durée de The Batman était une limite, je n'ai absolument rien à redire sur The Northman. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Top Film 2022, j'espère que mon top vous aura plu et correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les meilleurs films de l'année. Si vous avez vu un film que vous avez trouvé bon et qui ne se trouve pas dans cette vidéo, dites-vous que soit je ne l'ai pas vu, soit il sera dans la vidéo des flop films 2022. N'hésitez pas à vous rendre aussi dans la description, voilà, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux, de plus en plus nombreux à me suivre ou bien à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, une très bonne année à tous et on se retrouve à l'année prochaine pour classer les meilleurs films de 2023. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé. Peut-être un peu trop subjectif sur ton top 2022, tu crois pas? J'ai toujours revendiqué un avis totalement subjectif. Tu manques trop d'objectivité. C'est ce qui va te poser problème l'année prochaine quand tu voudras commencer tes critiques de films en vidéo. Il va falloir revoir ta notation à la baisse et tes exigences à la hausse. Faut toujours que ce soit parfait avec toi, hein. Ah, c'est pas moi qui le demande, ce sont tes viewers, tes followers qui attendent un minimum de qualité qui viennent de toi. Qualité qu'ils attendent de voir depuis 5 ans sur la chaîne. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tes statistiques. T'as 3100 abonnés à tout péter et à peine 200-300 vues par vidéo. Et encore, t'approchais à peine de la cinquantaine quand tu faisais tes vidéos réactions. En tout cas, tu es très encourageant, Anonymous, hein, comme d'habitude. Bon, après, c'est pas fini, il reste encore le flop de l'année à faire. Ah, ben voilà, une chance pour toi de me montrer que t'as de l'objectivité à revendre. Je compte sur toi pour nous offrir un beau classement. Attends! J'ai repensé à ce que tu m'as dit la dernière fois. Tu crois que ça plairait? Pourquoi pas? Ça marche bien pour Michael J sur Fermella avec ses figurines de Tortue Ninja et de Skrull, son moi Star Wars avec Mr. Mouse,
Et ça fonctionne aussi pour Nexus 6, Monstre de Film, le JDG. Oui, je comprends, mais de là à faire une histoire crédible pour la chaîne YouTube, créer un fil rouge que tous les gens vont devoir suivre entre les vidéos critiques et les vlogs, des délires que je vais seulement publier une fois par an à chaque anniversaire de la chaîne, comme pour le JDG, les gens vont s'y perdre. Et puis comment je vais filmer ça tout seul, moi? Je vais faire que des plans fixes où je vais me dédoubler à l'image parce que j'adore jouer tous mes personnages. Tu parles d'un scénario de fiction de qualité? Écoute Alexis, il s'agit de ta chaîne. Tu as décidé de te professionnaliser en arrêtant les vidéos réactions pour te concentrer sur des vlogs et des vidéos critiques. À toi de voir maintenant si tu es prêt à prendre vraiment du temps pour l'évolution de Esprit Z. T'adores te costumer, t'envisages d'acheter une nouvelle caméra, t'as un fond vert maintenant, et t'as une imagination débordante même si tu refuses de l'avouer parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Alors, je te dis à la prochaine, hein, à un de ces jours. Ah, une dernière chose. Je te souhaite une bonne année. Merci, toi aussi.